Avant de vous laisser avec votre épisode, je vous rappelle ou je vous informe si vous ne le saviez pas, que mon livre La philosophie, c'est pour vous aussi, est disponible en précommande sur Amazon et sur le site de la Fnac, un livre publié aux éditions Larousse, 240 pages, 19,99 €, un livre dans le style qui est le mien, clair, concret, accessible. Si vous appréciez mon travail, vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Précommandez-le dès aujourd'hui, les liens sont dans la description. Sur ce, place à votre épisode. Bonjour à tous. Les 2 derniers épisodes que j'ai publiés sur ma chaîne étaient consacrés à l'intelligence artificielle. J'entends d'ici ceux qui vont dire « Bon, ça ira peut-être maintenant. On va pouvoir passer à autre chose. » Alors, oui, mais non. Pourquoi oui mais non ? Parce que je pense qu'il y a un malentendu concernant mon propos sur l'IA, un malentendu que j'aimerais dissiper pour que les choses soient bien claires. Quand on parle de l'IA sans en dire du mal, quand on parle de l'IA pour contredire les arguments de ceux qui sont contre l'IA, de ceux qui sont contre, ou en tout cas de ceux qui pensent que l'IA n'est pas capable de faire aussi bien que l'être humain, ou de ceux qui pensent que l'IA est un danger, on prend le risque inévitablement d'être rangé dans la catégorie des pro-IA. Selon cette logique binaire tout à fait typique de notre époque, qu'on est soit pour, soit contre. Il n'y a pas d'entre-deux. Or, je milite pour la nuance. Je milite pour l'honnêteté intellectuelle. Et donc, s'il me semble que les anti-IA recourent à des arguments qui me paraissent faibles ou non pertinents, je montre en quoi ils me paraissent faibles et non pertinents. Et inversement. Et je précise évidemment que ce que je viens de dire là, ça ne s'applique pas seulement à l'IA, ça s'applique à tout. Je peux faire un épisode sur Sartre, sur Schopenhauer, sur Nietzsche ou qui sais-je, sans épouser l'entièreté de sa philosophie. Encore heureux. J'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas parce qu'on ne passe pas son temps à dire tout le mal qu'on pense de quelque chose ou de quelqu'un qu'on n'en pense que du bien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la dénonciation systématique qu'on adhère. C'est très important d'être dans cette démarche de maturité intellectuelle. Et donc aujourd'hui, pour rééquilibrer la balance, j'aimerais vous parler de ce qui me semble constituer 2 dangers de l'IA. Et je ne vais pas parler de dangers en termes de sécurité militaire ou en termes de prise de pouvoir de l'IA sur l'être humain. Si vous voulez une vidéo qui parle des dangers de l'IA en matière de sécurité, je vous renvoie à une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Élucide, un entretien avec Maxime Fourne, très instructif et en même temps très inquiétant. Pour ma part, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont 2 autres dangers et qui concernent premièrement ce que j'appellerais la rupture du système de confiance et deuxièmement la rupture du système de récompense. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? On va commencer par la rupture du système de récompense. Pendant des siècles, pour ne pas dire pendant des millénaires, quand un être humain crée une œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre picturale, ou même une œuvre artisanale, un ouvrage, comme on disait à l'époque, quand on crée une œuvre, la création reposait sur un travail. Un travail souvent long et pénible. Écrire un livre, c'était passer des heures et des heures à chercher la bonne formule, à trouver le mot juste, à reconstruire son intrigue. Peindre une toile, c'était passer des heures à travailler les nuances de couleurs, à travailler les ombres, les contours, les textures. Et fabriquer un meuble, fabriquer une chaise ou une table, par exemple, c'était exactement la même chose. Un artisan pouvait passer des centaines d'heures, parfois même des milliers d'heures,
à peaufiner son ouvrage. Donc il y avait cette idée que l'œuvre était nécessairement le résultat d'un travail long et fastidieux. Et si on ajoute à ça les heures de travail nécessaires à l'acquisition du savoir-faire, parce qu'il est évident qu'on ne se lance pas dans la création d'une œuvre sans un minimum de savoir-faire, sans un minimum de compétences techniques qui doivent s'apprendre, et qui donc nécessitent du temps et des efforts, eh bien on arrive à une quantité de travail qui ne se compte plus en heures, mais en années, voire en décennies. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre en quoi l'histoire du travail humain, c'est l'histoire de l'optimisation par l'être humain de son travail. Pour le dire simplement, l'être humain, depuis qu'il sait utiliser ses mains, depuis Homo habilis et même depuis Australopithèque, l'être humain conçoit des outils dont l'objectif est précisément de faciliter son travail de création, de faciliter la production. C'est l'histoire de la technique. En fabriquant des outils, l'homme perfectionne son travail, et en même temps qu'il perfectionne son travail, il le facilite. L'outil apparaît alors comme un assistant technique de la création qui accomplit ce que la main de l'homme n'est pas en mesure d'accomplir. Et dans ce développement historique de la technique, il y a un événement absolument crucial qui est l'invention de la machine à vapeur. Parce que la machine à vapeur, c'est l'entrée dans la mécanisation. La mécanisation du travail, la mécanisation des tâches au sens large. Et c'est alors que l'être humain se retrouve assisté, qu'il se retrouve secondé dans son travail par la machine à laquelle il délègue le geste, à laquelle il délègue l'exécution physique du travail. Et c'est là, je pense, que vous commencez à voir le lien avec l'intelligence artificielle. Puisqu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, quelque chose de nouveau apparaît, quelque chose qu'on n'avait pas avant, qui est qu'on ne délègue plus simplement le geste, on ne délègue plus simplement le corps, on délègue aussi la pensée. On délègue aussi l'esprit. Si on prend l'exemple de l'écriture, par le passé, un écrivain était obligé d'être l'auteur de son texte. Ça paraît absurde de devoir le rappeler. Mais justement, c'est ça la nouveauté introduite par l'intelligence artificielle, à savoir que désormais, un texte n'est plus seulement l'œuvre d'un être humain. Il est, ou en tout cas, il va tendre à devenir de plus en plus, l'œuvre de la collaboration entre un écrivain et une intelligence artificielle. Parce qu'en termes de création littéraire, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait assisté dans l'histoire à de grands progrès techniques. Alors oui, on est passé de l'écriture sur des tablettes d'argile à l'écriture sur des parchemins, puis sur des feuilles de papier. On est passé de l'écriture au stylet à l'écriture à la plume, puis au stylo, puis à la machine à écrire, puis à l'ordinateur. Mais bref, tout ça pour dire que les progrès techniques engendrés par la mécanisation, engendrés par la robotisation et l'informatisation, n'ont pas modifié cette donnée fondamentale, à savoir que le texte demeurait l'extériorisation de l'esprit de son auteur. Écrire au stylo sur une feuille ou écrire au clavier sur OpenOffice, ça change strictement rien au fait qu'il faut que ça vienne de l'esprit, au fait qu'il faut que ça sorte de l'esprit. Autrement dit, ça ne change rien au fait que l'écriture réclame un travail de rédaction, un travail de formulation, d'imagination. C'est d'ailleurs ce qui fait que la littérature est un art si respecté, parce qu'elle est la manifestation d'une des plus hautes aptitudes humaines, à savoir la symbolisation, la transformation de pensée et de sentiments en langage. Et que si on est d'accord pour dire que la plupart des gens savent parler leur langue, il y en a qui font plus que savoir la parler, ils la manient.
il la manie au sens où il la maîtrise et où il l'utilise, de sorte à produire en nous des images, des sentiments et des idées. Alors, si on veut être un peu tatillon, on peut dire que la création d'œuvres littéraires a, elle aussi, été en partie facilitée par les progrès de la technique. En quel sens ? Eh bien déjà, avec l'invention de l'imprimerie, puisque l'invention de l'imprimerie, en 1450 par Gutenberg, c'est ce qui a rendu possible la diffusion de textes à grande échelle. Et qui dit diffusion de textes à grande échelle, dit nécessairement facilitation de l'accès à la littérature, et donc facilitation de l'apprentissage de la littérature. Parce qu'il est évident qu'il est beaucoup plus difficile de devenir écrivain si on n'a pas eu accès aux œuvres des écrivains qui nous ont précédés. Avant d'être un auteur, on est d'abord un lecteur. Et plus on est un lecteur, plus on a fréquenté la littérature, plus on développe ses capacités d'écriture. On peut aussi parler du dictionnaire, et plus particulièrement du dictionnaire des synonymes, qui est un outil absolument fabuleux pour varier son vocabulaire, pour enrichir son style, pour jouer sur les contrastes entre les niveaux de langue. Moi-même, je fais partie d'une génération qui a beaucoup eu recours au dictionnaire des synonymes quand j'étais étudiant, parce que ça m'aidait à mettre du relief dans la langue, et en même temps ça me permettait d'apprendre de nouveaux mots. Mais donc une fois qu'on a dit tout ça, je pense que vous me rejoindrez sur le fait que de telles avancées techniques, aussi précieuses soient-elles, n'ont en rien modifié cette donnée fondamentale qui est l'œuvre est le résultat d'un travail. L'œuvre est le résultat d'un effort de création, d'un effort d'extériorisation qui fait qu'on passe d'une activité intérieure et de la structuration de cette activité intérieure par le travail, en l'occurrence par le travail d'écriture, à une œuvre écrite extérieure à l'esprit. Eh bien, c'est ça qui change avec l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est ça qui change avec les LLM comme ChatGPT, Claude ou Grok, qui se chargent littéralement d'écrire à notre place. Parce que oui, on peut utiliser ChatGPT comme un assistant d'écriture, comme une sorte de co-auteur. C'est ce qui s'est passé avec le livre Hypnocratie, dont j'ai parlé dans mon dernier épisode. Mais on peut aussi, et je pense que c'est ce vers quoi on s'achemine de plus en plus, déléguer entièrement le travail d'écriture à l'IA à partir du moment où on lui donne les instructions, à partir du moment où on lui donne le prompt, et elle s'occupe d'absolument tout, que ce soit de trouver les idées, de les formuler et de les agencer. Et alors c'est là que j'en arrive au point que je souhaite développer, à savoir la rupture du système de récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que le cerveau est câblé, neurologiquement câblé, pour produire une sensation de satisfaction après un effort. On parle de système de récompense, on parle également de système hédonique. Hédonique comme dans hédoniste, donc le fait de rechercher le plaisir. Parce que pour le cerveau, le plaisir est une réponse. Et c'est une réponse à quoi ? C'est une réponse au travail. Une contrepartie au travail. Vous effectuez une tâche, donc vous souffrez, puisque tout travail est un effort. Et la récompense de cet effort, la récompense de cette souffrance, c'est une sensation agréable qui agit à la fois comme un remboursement, comme une compensation de votre effort, le sentiment littéralement de ne pas avoir travaillé pour rien, et qui agit en même temps comme un renforcement. Renforcement au sens où, après avoir goûté à ce plaisir, on a envie d'y retourner. On a envie de l'éprouver à nouveau. Le cerveau fait en sorte qu'on ait envie de reproduire l'effort. Reproduire l'effort, non pas pour lui-même, mais pour sa récompense. Donc typiquement, c'est la libération de dopamine après la séance de sport, c'est la libération d'endorphine, de sérotonine,
donc une récompense hormonale qui se traduit par un sentiment de bien-être. Et cette récompense est absolument essentielle dans l'activité humaine, puisqu'elle est le siège de la motivation. La motivation, c'est l'énergie qui nous pousse à faire un effort par anticipation de la récompense à venir. Parce qu'il est clair que si on vous demande de produire un effort, mais qu'il n'y a aucune récompense à la clé, votre cerveau ne comprend même pas ce qu'on lui dit. Il faut qu'il y ait une rétribution. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu par les pédagogues. À savoir que si vous voulez qu'un enfant réussisse à l'école, il faut lui donner une source de motivation. La source de motivation peut être externe au sens d'extérieur à l'apprentissage, avoir une bonne note, recevoir un cadeau ou être félicité. Mais la source de motivation peut aussi être interne, c'est celle qu'on essaie de privilégier au maximum, à savoir faire en sorte que l'élève ait du plaisir à apprendre. Que ce soit l'apprentissage en lui-même qui constitue la récompense. Et ça passe par le fait de susciter l'intérêt de l'élève pour ce qu'il apprend. Et vous remarquerez que le mot n'est pas anodin. Susciter l'intérêt, c'est donner un intérêt. Un intérêt au sens quasi économique. Il faut qu'il y ait une contrepartie cognitive à l'effort d'apprentissage. Et alors là, je pense que vous aurez fait la déduction par vous-même. En exécutant les tâches qu'on lui demande de réaliser sans avoir à fournir d'efforts, en déléguant à l'intelligence artificielle tout le travail de création et donc toute la souffrance liée au processus de création, l'être humain se condamne à être privé de récompense, parce que certes, obtenir un texte sans effort, obtenir une œuvre sans effort, sur le moment, c'est satisfaisant, mais sur la durée, à long terme, c'est rendre son système de récompense totalement défaillant, totalement dysfonctionnel, et c'est altérer directement le système de la motivation qui fait que quand on n'a pas à produire d'efforts, quand tout est déjà acquis, il ne peut plus y avoir de motivation, puisque la motivation se nourrit de l'absence. Je vous renvoie ici à toutes les théories philosophiques sur le désir, de Platon à Rousseau, qui expliquent bien que le désir naît de l'absence, et que donc le plaisir va de pair avec la conquête, la difficulté et l'incertitude. Donc dire que l'IA court-circuite le système de récompense, c'est dire que l'IA, en nous donnant les résultats sans le travail, ce qui pose déjà problème, puisque pour qu'il y ait résultat, il faut qu'il y ait processus qui amène à ce résultat. Mais toujours est-il que quand il y a résultat sans travail, pour le cerveau, c'est comme s'il y avait effet sans cause. Alors, évidemment qu'avec l'IA, il y a des causes. Les causes, c'est la programmation. Ce sont les calculs, les algorithmes. Mais ce sont des causes invisibles. Des causes invisibles et surtout, des causes si rapides, si instantanées, qu'elles cassent complètement notre rapport habituel à la causalité. Le rapport habituel à la causalité, c'est l'effort plus le temps. C'est le travail plus la patience. Un résultat n'est jamais immédiat. Il est toujours différé dans le temps. Et donc, avec l'IA, on se retrouve avec des cerises sans cerisier. On se retrouve avec des cerises sans printemps. Que valent des cerises sans printemps ? Vous avez compris la métaphore. Donc l'absence d'effort liée à la génération d'une œuvre par IA a une contrepartie qui est la dévalorisation de l'œuvre. Dévalorisation de l'œuvre précisément parce que l'œuvre se retrouve coupée, elle se retrouve séparée de ce qu'on considère être ses conditions d'existence, ses conditions d'advenue à l'existence. Et là, on peut revenir sur quelque chose dont j'ai parlé dans mon dernier épisode sur l'IA,
à savoir la question de la valeur qu'on accorde à une œuvre générée par une IA par rapport à une œuvre générée par un humain. J'ai dit dans mon dernier épisode que la question de savoir si une œuvre était générée par une IA ou par un être humain n'était pas pertinente du point de vue de l'évaluation de l'œuvre, du point de vue de l'évaluation de sa qualité. Pour le dire très clairement, qu'une œuvre soit générée par une IA ou qu'elle soit générée par un être humain, si elle est bonne, elle est bonne, si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Ce n'est pas parce qu'elle a été générée par un être humain qu'elle est forcément meilleure, et ce n'est pas parce qu'elle a été générée par une IA qu'elle est forcément moins bonne. Dans une démarche d'évaluation, il y a indépendance de l'œuvre et de son auteur. Ok. Mais sauf que, quand on est confronté à une œuvre, le fait de savoir qu'elle a été générée par un être humain, eh bien ce n'est pas la même chose que de découvrir qu'elle a été générée par une IA. Pourquoi ? Eh bien parce que, qu'on le veuille ou non, on attribue plus de valeur à une œuvre dont on sait qu'elle a réclamé un travail, dont on sait qu'elle a réclamé des efforts, qu'à une œuvre qui a été générée en un clic. Quand une œuvre a été générée en un clic, elle a beau être aussi belle, aussi profonde, aussi spectaculaire que vous voudrez, quelque chose en nous refuse de considérer cette œuvre comme étant dotée d'une réelle valeur. La question de la valeur qu'on accorde à une œuvre, à un texte, à un résultat quel qu'il soit, est toujours corrélée, même inconsciemment, à l'effort dont on imagine qu'il a fallu produire pour le réaliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant des millions d'années, il a fallu produire des efforts pour obtenir des résultats. Celui qui obtenait les meilleurs résultats était censément celui qui avait produit le plus d'efforts. On est bien d'accord que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Mais il y avait en tout cas cette idée que celui qui faisait quelque chose d'admirable était lui-même digne d'être admiré. Donc on admire un monument architectural, du même coup, on admire celui qui l'a réalisé. On admire une œuvre picturale, du même coup, on admire le peintre qui l'a réalisé. C'est ça l'admiration. C'est le rejaillissement de la valeur de l'œuvre sur son auteur. Ce qu'on appelle le talent, le génie ou l'habileté. Peu importe. Et dans la mesure où toutes ces qualités vont de pair avec la rareté, autrement dit, tout le monde ne peut pas le faire, le sentiment d'admiration rejaillit d'autant plus sur l'auteur de l'œuvre. Tout le monde ne peut pas le faire, et c'est parce que tout le monde ne peut pas le faire que l'auteur est d'autant plus digne d'être admiré. Une œuvre générée par une IA, c'est une œuvre qui nous prive, de facto, du sentiment d'admiration à l'égard de son auteur. Et c'est là que j'en arrive au deuxième point que je souhaite aborder, à savoir la rupture du système de confiance. Aujourd'hui que l'IA tend à se diffuser, qu'elle tend même à se banaliser, on ne compte plus les chaînes YouTube qui proposent du contenu entièrement généré par IA, on ne compte plus les bots sur les réseaux sociaux. Les bots, ce sont les robots fonctionnant par intelligence artificielle, qui réagissent aux publications, qui likent, qui commentent, avec lesquels vous pouvez même avoir des discussions, sans même savoir que ce sont des bots. Maintenant que l'intelligence artificielle est absolument partout, la question qui se pose de plus en plus fréquemment, c'est est-ce que là, maintenant, je suis face à une IA ? Est-ce que ce texte que je suis en train de lire n'a pas été écrit par une IA ? Est-ce que cette musique que je suis en train d'écouter n'a pas été composée par une IA ? Est-ce que ce YouTuber que je regarde n'est pas lui-même une IA ? L'IA nous a fait entrer dans l'ère
de la suspicion généralisée. Il y a quelque temps, je regardais la vidéo de MLH Orion sur le désir mimétique chez René Girard, une chaîne dont je vous ai déjà parlé, qui parle de philosophie et de littérature. Et en parcourant les commentaires, je me suis rendu compte que certains spectateurs pensaient que Maëve, l'animatrice de la chaîne, était une IA. Et moi-même, il m'arrive de voir passer des commentaires de gens qui pensent aussi que je suis une IA. Et je sais pertinemment, surtout après le coup que je vous ai fait dans mon premier épisode sur l'IA, je sais pertinemment qu'il y en a parmi vous qui vont penser que cet épisode que vous êtes en train d'écouter a été généré par une IA. Ils vont penser que ce n'est pas Charles qui parle, que c'est une IA qui a repris la voix de Charles. Je vous jure que non. Mais dire « je vous jure que non », c'est comme le paradoxe du crétois. Si c'est une IA qui parle, son serment n'a pas de valeur. Donc je ne peux rien vous dire de plus que je ne suis pas une IA, mais je ne peux pas vous le prouver. C'est ça, l'ère de la suspicion généralisée. Et si on y réfléchit, on ne peut pas en vouloir à ces personnes de penser que nous sommes des IA. Parce que, comment être certain que ce n'est pas le cas ? Là, il y a un danger. Il y a un danger d'indistinction entre la réalité et l'artificialité. Entre la réalité et l'illusion. Ce qu'on appelle désormais l'ère de la post-vérité, c'est l'IA qui en est aujourd'hui l'instrument central. Impossibilité de démêler le réel de l'irréel, l'authentique de l'inauthentique, le vrai du faux. Il y aura des mésaventures avec la création par IA. Il y aura des événements, des polémiques, des incidents diplomatiques à cause de l'IA. À cause de l'IA, une vidéo ou une photo n'auront plus valeur de preuve. Une parole n'aura plus valeur de preuve, puisqu'on peut désormais cloner une voix. Rupture de la confiance. Rupture de la certitude dans la réalité du monde et de l'autre. Système de récompense, système de confiance, les deux sont liés. Intimement liés. Parce qu'on suspectera d'autant plus une création d'avoir été générée par une IA qu'on considère comme de la triche, comme un raccourci illégitime, de recourir à l'IA quand d'autres se donnent encore la peine de travailler. Ou alors, peut-être s'agit-il là d'un discours conservateur, de quelqu'un qui oublie que toutes les avancées techniques jusqu'à aujourd'hui ont fini par être incorporées. Peut-être que d'ici quelques années, on créera un label, réalisé 100% sans IA, 100% humain, et qu'une poignée d'années plus tard, on se moquera de ces labels. On se moquera de ceux qui refusent de recourir à l'IA, comme d'autres, avant eux, refusaient d'utiliser Internet, le téléphone ou la calculatrice. On a les peurs de son époque. On a les inquiétudes de ces bouleversements. Nul ne connaît l'avenir, mais d'ici à ce que l'avenir nous donne tort ou raison, tâchons déjà, ici et maintenant, de ne pas perdre la raison. Je vous remercie.